Bonjour tout le monde. On va voir donc aujourd'hui un chapitre sur les spectres d'émission. Donc, qu'est-ce qu'un spectre d'émission ou un spectre d'absorption? Donc, qu'est-ce qu'un spectre? On va plutôt voir les spectres aujourd'hui, le spectre électromagnétique. Donc, qu'est-ce que le spectre électromagnétique? Ça provient de l'onde électromagnétique. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout cette partie-là. Donc, la lumière visible. Donc, la lumière visible, c'est une onde électromagnétique. Donc, quand on disperse la lumière, on verra tout à l'heure justement comment est-ce qu'on fait la lumière blanche, donc du soleil, parce que la lumière du soleil est blanche. Lorsqu'on la disperse à travers un prisme, par exemple, on verra tout à l'heure, cette lumière-là forme un arc-en-ciel. Et si on arrivait à disperser toute la lumière possible, pas que du soleil, parce que le soleil n'émet pas tout ça, mais il émet une grande partie, il émet à peu près de là à là, on va dire, donc il émet aussi des rayons infrarouges et des rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, c'est ce qui provoque justement, lorsque vous prenez le soleil, lorsque vous voulez bronzer, c'est ce qui peut provoquer des maladies, donc des cancers de la peau, par exemple. Et les rayons infrarouges, c'est beaucoup moins dangereux parce que tout ce qui est sous le rouge est moins énergétique, alors que ce qui est au-dessus du violet est très énergétique. On l'a vu déjà quand je parlais du cours sur la réfraction. Donc ça, on l'a déjà vu rapidement. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Peut-être vous parler d'ondes. Donc comme on a des ondes électromagnétiques, ce sont des ondes. Donc on va parler aussi de longueur d'onde ou de fréquence. Donc là, vous avez par exemple la fréquence, mais nous, on va plus parler de longueur d'onde. Donc vous voyez, en fait, vous avez un signal ici. Ce signal est sinusoïdal à peu près. Euh, il est en fait, mais vous voyez que en fait, la distance entre un maximum et un autre maximum, elle ne fait que décroître. Et plus la distance est grande, plus la fréquence est petite. Alors que plus la distance entre deux maximums, par exemple, est petite, plus la fréquence est grande. Donc ça, c'est la longueur d'onde. Donc quand la longueur d'onde est grande, la fréquence est petite. Et inversement. Donc ça, on verra ça dans un autre chapitre sur les ondes. Qu'est-ce que le spectre de la lumière blanche? C'est ça. Donc ça, c'est la toute petite partie que je vous ai montré tout à l'heure. On va s'intéresser que à la lumière visible. On ne s'intéresse pas aux infrarouges, aux ultraviolets, aux ondes radio, etc. Donc la lumière visible, elle a lieu entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Je vous rappelle que des nanomètres, c'est 1 milliardième de mètre. Donc, pour convertir des nanomètres en mètres, on multiplie par 10 puissance moins 9. Donc les plus petites longueurs d'onde, c'est le violet, c'est le plus énergétique. Les plus grandes longueurs d'onde, c'est le rouge, c'est les moins énergétiques. Au-delà, il y a les infrarouges, et en dessous du violet, il y a des ultraviolets. Donc le spectre de la lumière blanche, c'est un spectre continu. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un spectre continu? Parce que lorsqu'on disperse cette lumière d'un prisme, par exemple, on voit qu'il y a une continuité de couleurs. Il n'y a pas une discontinuité, ça veut dire qu'il n'y a pas un peu de violet, ensuite on s'arrête, il y a du noir, ensuite il y a un peu de bleu, ensuite on s'arrête, il y a du cyan, ensuite on s'arrête, il y a du vert. Non, non, c'est continu. Et un spectre continu est émis par un corps à haute pression et à haute température, non un corps chaud. Donc très chaud et à haute pression. Ce corps, il peut être solide, liquide ou gazeux. Exemple de corps à haute pression, à haute température, le Soleil. Il va émettre un spectre continu de ce type-là. Autre exemple, lorsque vous chauffez du métal, par exemple. Lorsque vous chauffez du métal, il devient rouge ou il devient blanc, si vous chauffez à blanc, etc. Et ça, c'est de la lumière qui est visible à l'œil nu. C'est-à-dire que si vous êtes dans le noir, vous verrez cette lumière-là. Pareil pour un filament de tungstène. Dans les anciennes ampoules, qu'est-ce qui permettait d'allumer les ampoules? C'est un filament qui chauffait à 1800 degrés à peu près, je crois, si je me souviens bien. Et vu que ça chauffait, donc c'était à haute pression, haute température, donc ça émettait un spectre continu, qui était de la lumière plus jaune que blanche.
On verra peut-être la différence tout à l'heure. Donc, lorsque la lumière blanche est dispersée par un prisme ou un réseau, on peut observer son spectre. C'est ce qu'on a ici. Donc là, vous avez un prisme, il y a de la lumière blanche qui arrive sur le prisme, et cette lumière blanche est dispersée par le prisme, c'est-à-dire que toutes les couleurs qui sont dans la lumière blanche vont se séparer. Pourquoi? Comment est-ce possible? C'est parce que vous avez vu que quand on passe d'un milieu homogène et transparent à un autre milieu homogène et transparent, donc ici, de l'air au vert, et ensuite du vert à l'air, qu'est-ce qui se passe? La lumière est déviée. Sauf que cette lumière-là, dans la lumière blanche, il y a plusieurs lumières, donc il y a plusieurs radiations. Donc il y a la lumière rouge, la lumière bleue, la lumière violette, la lumière, etc. Donc toutes les lumières, toutes les radiations qui sont dans la lumière blanche, que vous voyez ici dans le spectre. Et on verra tout à l'heure que justement l'indice de réfraction du vert, il est de 1,5, mais il n'est pas exactement le même pour le rouge, pour la radiation rouge et pour la radiation violette par exemple. Il va être de 1,51 par exemple pour la radiation rouge et de 1,52 pour la radiation violette. Donc c'est 1,5 à peu près, mais il y aura une petite différence, sachant que le violet est plus dispersé que le rouge. Donc c'est pour ça que l'indice de réfraction du violet, pour le violet, sera plus grand, légèrement, que pour le rouge. Donc c'est grâce à cette légère différence d'indice de réfraction qu'on peut disperser la lumière blanche et observer ensuite le spectre. Donc ce spectre est continu, on vient de le dire, et il continue toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Les radiations, on appelle ça des radiations. Donc la majorité des radiations ne sont pas visibles. Ça veut dire les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, etc. ne sont pas visibles. Ensuite, attention à ne pas confondre couleur et radiation. Par exemple, tout ça c'est du violet, mais dans ce violet-là, il y a plusieurs radiations. Je reviens en arrière. Il y a une radiation qui correspond à 400 nanomètres, une radiation qui correspond à 400,1 nanomètres, une radiation qui correspond à 405 nanomètres, etc. Même si c'est du violet partout, mais c'est différents violets. Donc les radiations, c'est vraiment une longueur d'onde précise. Ce n'est pas une couleur. Et encore une fois, contient toutes les couleurs visibles par l'œil humain, entre guillemets. J'aurais dû peut-être mettre ça entre guillemets. Par exemple, les couleurs de l'arc-en-ciel. Par exemple, le marron, le rose, etc. ne font pas partie des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un mélange de différentes couleurs qui sont dans cet arc-en-ciel. Chaque radiation est caractérisée par une longueur d'onde qu'on appelle lambda, c'est une lettre grecque, c'est un L grec, lambda, et exprimée en nanomètres. Et je vous rappelle que le violet est environ à 400 nanomètres, 380, et le rouge, donc les deux extrêmes en fait, les deux limites de la lumière visible, c'est violet 400 ou 380 nanomètres et rouge 780 ou 800 nanomètres. Entre 400 et 800 nanomètres si vous voulez faire grossièrement. Si vous voulez être un peu plus précis, entre 380 et 780 nanomètres environ. Donc ensuite, qu'est-ce qu'une lumière monochromatique? Donc une lumière monochromatique, dans monochromatique, il y a mono et il y a chromatique. Donc mono, ça veut dire une seule, chrome, c'est couleur. Donc c'est une lumière qui est composée d'une seule radiation. Ne dites pas une seule couleur. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et elle ne peut donc pas être dispersée par un prisme ou un réseau, donc un système dispersif. Donc logiquement, pourquoi? Parce que s'il n'y a qu'une seule radiation, lorsqu'elle va être réfractée par le prisme deux fois, ben, elle ne peut pas se disperser vu qu'il y a une seule radiation. C'est comme si je vous disais, il y a une seule personne en classe et je disais dispersez-vous. Pas possible. Alors que si vous êtes 10, dispersez-vous, ça veut dire qu'il y en a un qui se met au fond, un devant, un à droite, etc. Donc là, la dispersion n'est pas possible lorsqu'il y a une lumière monochromatique. Donc si je fais passer un faisceau laser à travers un prisme,
À l'écran, je vais observer, qu'est-ce que je vais observer? Ça, une seule radiation, une seule bande, ou une raie, on appelle ça une raie, rouge, pour un laser rouge, ou une raie verte pour un laser vert, etc. Donc ça, c'est une lumière monochromatique. Ça ne veut pas dire une seule couleur, je rappelle, parce que le rouge, en fait, vous vous rappelez, en fait, je vais revenir en arrière. Donc regardez ici, dans le spectre de la lumière blanche, tout ça c'est rouge. Donc ce n'est pas, là-dedans on a plusieurs radiations de rouge. On a du 600, 640, 650, 700, etc., etc., etc. Et si on avait justement toute cette partie-là, on ne pourrait pas dire que c'est une lumière monochromatique. Ça aurait été une lumière polychromatique, même s'il y avait une seule couleur. Mais il y a plusieurs nuances de rouge ici. Donc voilà pour la lumière monochromatique. Donc comme la lumière monochromatique existe, vous vous doutez bien qu'il y a aussi la lumière polychromatique. Donc qu'est-ce qu'une lumière polychromatique? C'est une lumière qui est composée de plusieurs radiations cette fois-ci, et pas plusieurs couleurs. Elle peut donc être dispersée par un système dispersif, donc prisme ou réseau. Exemple, la lumière blanche, qu'on a vu depuis le début. Donc ici, vous voyez que lorsque la lumière blanche arrive au niveau de la surface R vert, donc je vous rappelle le cours précédent sur la réfraction et la réflexion. Dans un milieu homogène et transparent, la lumière a une trajectoire rectiligne, et donc ces deux milieux-là sont homogènes et transparents. Par contre, lorsqu'elle passe d'un milieu homogène et transparent à un autre milieu homogène et transparent, donc de l'air au vert, elle va être déviée en suivant la loi de Descartes, la deuxième loi de la réfraction de Descartes, qui est N1 fois sinus I1 égale à N2 fois sinus I2. Donc on est capable de calculer l'angle de réfraction de chacune de ces radiations si on connaît l'indice de réfraction N du verre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'indice de réfraction du verre pour chacune des radiations, parce que ça va être légèrement différent pour le rouge, pour le orange, pour le jaune, etc., etc. C'est pour ça que le rouge va être moins dévié que le violet. Parce que, regardez ici, imaginez que ce verre, donc ce prisme-là, soit fait en verre Flint dense SF10 par exemple. Donc regardez l'indice de réfraction, il est de 1,9 lorsqu'on est ici. Lorsqu'on est pour du violet, il va être légèrement inférieur à 1,8, donc 1,78 par exemple. Et pour du rouge, on va dire ce rouge-là par exemple, il va être égal à 1,74 par exemple. Et à cause de cette différence, on aura un angle de réfraction différent, donc une dispersion de la lumière blanche en ces différentes radiations. Donc sur l'écran, on ne va pas observer une seule radiation, mais on va observer un spectre continu avec tout l'arc-en-ciel. Maintenant, on va parler justement de la température des sources de lumière. Donc un corps chaud, lorsqu'il émet une lumière, on a vu que cette lumière était continue. Elle émettait un spectre continu. C'est un spectre continu, mais qui dépend de la température. Donc si on a le Soleil qui est à peu près 5500 Kelvin de température, il va émettre un spectre continu. Si maintenant vous avez une source qui est à 800 degrés, par exemple 1000 degrés, il va aussi émettre un spectre continu. Mais il y aura une différence entre les deux. Laquelle? Quand la température augmente, les couleurs correspondant aux plus courtes longueurs d'onde apparaissent. Exemple bleu, violet, etc. Ça veut dire que, en fait, moins le corps chaud est chaud, donc, par exemple 800, 1000 degrés, moins il aura de couleurs, moins il va émettre de lumière. Donc il va commencer par émettre d'abord du rouge. Ensuite, il va émettre les couleurs de l'arc-en-ciel. Plus il va chauffer, plus il va émettre les couleurs de l'arc-en-ciel vers le bleu, vers le violet. S'il émet jusqu'au violet, ça veut dire qu'il est très chaud, comme le soleil par exemple qui est à 5000 degrés. 5000 Kelvin, pardon. Donc ça veut aussi dire que vous aviez vu que juste avant
le rouge, dans le spectre électromagnétique, il y avait de l'infrarouge. Donc ça veut dire qu'un corps qui n'est pas très chaud, par exemple nous, notre température interne est de 37 degrés, on ne va pas émettre de la lumière visible. Sinon, ça voudrait dire que j'éteins toutes les lumières ici et vous allez me voir briller. Ça aurait été possible si ma température interne était de 1000, 2000, 3000 degrés Celsius. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas émettre de lumière visible. Par contre, je vais émettre de l'infrarouge. Parce que tout corps qui a une certaine température, nous par exemple 37 degrés, émet dans l'infrarouge. Et si par exemple j'arrivais à augmenter cette température interne, j'aurais pu émettre aussi dans le visible. Bien sûr, c'est impossible. C'est pour ça que les caméras thermiques existent. Donc, qu'est-ce qu'une caméra thermique? Vous avez déjà vu dans les films, les militaires, lorsqu'ils sont dans le noir, mettent des sortes de lunettes, de casques, qui leur permettent de voir dans la nuit. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient différentes couleurs lorsque un corps est chaud. Donc, par exemple, un corps humain, exemple, un animal qui bouge, etc., etc. Parce qu'on émet dans l'infrarouge, et les caméras thermiques captent l'infrarouge. Par contre, les couleurs de la caméra thermique ne sont pas des vraies couleurs, parce que je vous rappelle que l'infrarouge, ce n'est pas du visible, donc il n'y a pas de couleur, en réalité. Donc maintenant, vous allez deviner quelle est la source la plus chaude parmi ces trois-là. Je vous rappelle, plus une source est chaude, plus elle va émettre du côté du violet. Donc vous l'aurez compris, cette source-là est la plus chaude, environ 3000 degrés. Pourquoi? Parce qu'elle émet toutes les radiations, du rouge au violet. Vous avez dit tout à l'heure que le soleil était environ à 5500 Kelvin ou degrés, je ne me souviens plus. C'est parce qu'il émet aussi en plus dans l'ultraviolet, donc derrière. Donc celui-ci est juste à 1500 degrés. Donc ce serait par exemple un filament de tungstène dans les ampoules qu'on avait vu tout à l'heure. Et celui-ci émet à 800 degrés. Donc, si imaginez, vous avez dit tout à l'heure que une lumière blanche, quand on la dispersait, ça donnait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas forcément, oui, c'est le cas, mais ici par exemple, ça voudrait dire que cette lumière-là serait de quelle couleur à la base, avant de la disperser? Vu qu'il n'y a que du rouge, ça veut dire que c'est de la lumière rouge. Maintenant, ici, cette couleur, à votre avis, elle serait de la couleur de la lumière initiale. En fait, il manque que la partie bleu-violet. Donc, elle serait globalement plutôt jaune. Donc là, on aurait une lumière plutôt jaune, là, une lumière blanche, et là, une lumière rouge. Donc ça veut dire que plus on a du rouge, moins c'est chaud. Alors que pour les artistes, leur tableau montre l'inverse. C'est-à-dire que pour les artistes, lorsque vous voyez du rouge, du jaune, etc., c'est plutôt la couleur du feu pour eux, donc c'est très très chaud, alors que le bleu, c'est le froid. En réalité, c'est l'inverse qui se passe. Dernière chose qu'on va voir, ce sont les spectres d'émission et les spectres d'absorption. Donc on va voir qu'il y a deux types de spectres différents, mais qui sont complémentaires. Donc regardez ici par exemple, ça ressemble au spectre continu du Soleil, même si c'est à l'envers. Il y a le rouge ici et le bleu ici. Tout à l'heure, je l'avais mis à l'envers, j'avais mis le bleu de ce côté-là, donc violet, bleu, et le rouge de ce côté-là. Donc là, vous voyez que vous avez un spectre continu, mais il manque des couleurs. Alors que là, c'est l'inverse. Il n'y a pas du tout de lumière, sauf les couleurs qui manquaient ici. Elles sont là. Donc celle qui manquait ici est là, et celle qui manquait ici est là. Ça, c'est ce qu'on appelle un spectre d'émission. Donc c'est un gaz qui va émettre cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là et cette couleur-là. On appelle ça des raies d'émission, un spectre de raies d'émission. Donc la somme de ces différentes couleurs va donner une autre couleur. Va donner une couleur. Vous verrez ça quand vous verrez la synthèse additive en première. Alors que ici, c'est le contraire. Comme vous avez en fond un spectre continu, ça veut dire que c'est un corps chaud qui a émis ce spectre-là. Sauf que quelque chose est venu absorber ces raies-là. Ce quelque chose, c'est un gaz aussi. Donc là, c'est un gaz qui a émis de la lumière,
Et là, c'est un gaz qui a absorbé de la lumière qui venait d'un corps chaud. Qu'est-ce qu'un spectre d'émission? Le spectre de la lumière émise par un gaz sous faible pression, cette fois-ci, et à haute température. Tout à l'heure, pour le corps chaud, pour le corps chaud donc, qui émettait un spectre continu, c'était sous haute pression et à haute température. Donc là, cette fois-ci, vous avez une faible pression et une haute température. Donc c'est un spectre discontinu. Et il est composé d'un nombre de radiations limité. Limité, il peut y en avoir une centaine, hein, peu importe. Mais en tout cas, il n'y en a pas une infinité. Alors que dans un spectre continu, il y a une infinité de radiations. C'est un spectre de ray d'émission qui est caractéristique de l'élément chimique qui en est à l'origine. Exemple, cet élément chimique-là. Donc, lorsque vous avez cette raie-là, cette raie-là, cette raie-là, cette raie-là et cette raie-là, vous êtes sûr que c'est tel élément chimique qui a émis ce spectre-là. Donc, chaque élément chimique a sa signature. Donc, lorsque vous chauffez un gaz, par exemple, je vais donner des exemples ici. Lorsque vous chauffez un gaz d'hydrogène, ou d'hélium plutôt, je vais plutôt parler d'hélium, à haute température mais à faible pression, il va émettre ces raies-là. Donc la lumière va être d'une certaine couleur. Donc c'est la somme de ces couleurs-là. Pour l'hydrogène, ça va être ces raies-là, etc., etc. Et vous voyez que c'est des raies différentes à chaque fois. Donc c'est vraiment la signature de chaque élément chimique. Chaque élément chimique a sa signature. Donc si par exemple, j'observe un spectre, j'ai une lumière chez moi, et j'observe ce spectre-là, ici je ne vois pas cette raie-là. Donc je peux me dire déjà que dans cette lumière-là, il n'y a pas d'hydrogène. Donc ce qui compose cette lumière-là, on n'a pas d'hydrogène. Est-ce qu'on a les autres éléments? Peut-être qu'il y a de l'hélium, il faudrait voir à chaque fois. Ben là, j'ai l'impression qu'il y a ces deux bandes-là, elles y sont, celle-ci, elle y est aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a de l'hélium, etc., etc. Donc, il faut comparer avec chacun des spectres de différents éléments chimiques pour savoir s'ils sont présents. Donc, quand on superpose, par exemple, ça, plus ça, plus ça, plus ça, peut-être que ça va donner ce spectre-là. Donc, ça voudrait dire que, là, c'est un exemple, là, je dis n'importe quoi, mais ça voudrait dire que cette lumière-là est composée d'un gaz composé d'hélium, d'oxygène, d'azote et d'argon, par exemple. Pas d'hydrogène parce qu'on a vu justement que les raies n'y étaient pas. Donc, encore une fois, je n'ai pas vérifié pour chacun. Donc, si vous voulez, faites-le chez vous. Un spectre d'absorption, maintenant, c'est l'inverse. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le spectre d'une lumière blanche qui a traversé un gaz sous faible pression et à basse température, bon, basse température, elle peut être quand même assez haute, mais par rapport aux températures dont on a parlé tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu moins. En tout cas, lorsque vous avez un gaz qui est devant un corps chaud qui a émis de la lumière blanche, donc qui a émis une lumière blanche ou une lumière, en tout cas un spectre continu, elle va absorber une partie de ces radiations. Donc on appelle ça un spectre de ray d'absorption, parce que certaines raies ont été absorbées par le gaz. Donc, tout ce qui est derrière là a été émis par un corps chaud, donc à haute pression, haute température, et ces raies noires, c'est un gaz qui a absorbé une partie de la lumière qui a été émis par ce corps chaud. Exemple, on reprend les mêmes, sauf que cette fois-ci, c'est l'inverse. Cette fois-ci, ce sont les mêmes bandes que tout à l'heure pour l'hélium, sauf que tout à l'heure, on avait des bandes colorées sur fond noir, c'était un spectre d'émission, alors que là, on a des bandes noires sur fond coloré, sur un fond de spectre continu de lumière blanche. Donc ça veut dire que l'hélium, lorsqu'il se trouve à basse température, basse pression, devant un corps chaud, devant le soleil par exemple, il va absorber cette lumière-là, cette raie-là, etc., etc. Et ça, on va voir justement que ça nous permet de savoir quelle est la composition de l'atmosphère du Soleil ou de l'atmosphère de la Terre, etc. Rien qu'en observant le spectre du Soleil
et en voyant quels sont les raies qui ont été absorbés. Vu que chaque raie et chaque élément chimique a sa signature, absorbe un nombre déterminé à des endroits déterminés, on peut savoir qui a absorbé telle raie et telle raie. Ben, on y arrive. L'exemple du Soleil. Ici, on a le spectre du Soleil. De façon habituelle, vous voyez que le spectre du Soleil, c'est un spectre continu, sauf que lorsqu'on va dans le détail, lorsqu'on zoome vraiment, on voit qu'il y a des raies. Il y a plein de raies sombres. Et ça, chaque raie a été minutieusement analysée par les scientifiques. Et grâce à ça, on peut savoir quelle est la composition de l'atmosphère du Soleil. Donc, quelle est la composition du Soleil, de la partie externe du Soleil, la surface du Soleil. Donc, comment est-ce qu'on fait? Nous, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de deux éléments chimiques. Et à partir de deux éléments chimiques dont on connaît les spectres d'émission, on pourra tracer une droite d'étalonnage. Donc, ne soyez pas étonnés ou n'ayez pas peur de ce mot, c'est assez simple en fait. C'est juste pour avoir des mesures un peu plus précises. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va tracer une droite d'étalonnage pour ensuite mesurer les raies du Soleil, les reporter sur la droite et comparer les valeurs trouvées avec les éléments connus. Le but, c'est de savoir de quoi est composé le Soleil. Donc, comment est-ce qu'on trace la droite d'étalonnage? Ici, en fait, vous avez le spectre du Soleil. C'est un spectre d'absorption. Ce n'est pas un spectre continu. Vous voyez qu'il y a des raies d'absorption. Ici, vous avez le spectre d'émission du Mercure. Comment on sait que c'est un spectre d'émission? Parce qu'il est sur fond noir avec des bandes colorées. Et ici, vous avez le spectre d'émission du sodium. Ça, ce sont des spectres, on va dire, simplifiés. Tout à l'heure, je vous ai donné les vrais spectres du sodium et du mercure. Je ne sais plus si le mercure y était, mais le sodium y était. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le spectre du sodium, on va mesurer à quel endroit se trouvent les deux raies. Et comme on sait exactement quelle est la radiation de chacune de ces deux raies, on va pouvoir les mettre côte à côte. Pareil pour le mercure. Pour chacune des raies, on va mesurer sa position. Et en face, on va mettre sa radiation. Et ça va nous permettre ensuite de savoir quelles sont les raies du Soleil. Donc ici, par exemple, pour le sodium, on a mesuré à 8,4 et à 8,5, les deux raies qui étaient très très proches. Et on sait que ces raies correspondent à la raie du sodium numéro 1, donc 589 nanomètres et 589,6 nanomètres. Donc là, enfin, on a des couples, ce qui va nous permettre de tracer des points sur un graphique. Donc comment est-ce qu'on trace l'échelle? Je ne vais pas aller dans le détail ici. Je vous l'ai expliqué ici. Lisez-le si vous voulez. Je ne veux pas trop tarder non plus. Donc, comment est-ce qu'on trace le graphique? On met les deux axes, les graduations. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est arrêté. Ah, c'est parce que c'est en blanc. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis en blanc. Désolé. Donc là, j'ai 470, 540. Donc je suis allé de 70 en 70. 400, 470, 540, etc. Là, j'ai 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je suis de 2 en 2 pour la longueur que j'ai mesurée. Alors que là, ce sont les radiations. J'aurais dû les mettre d'une autre couleur. Désolé. Ensuite, donc je trace mes points qui ne sont pas très très visibles. J'espère que vous les voyez. Donc j'ai tracé mes points. Et maintenant, une fois que j'ai tracé mes points, je dois tracer la droite moyenne qui passe par un maximum de points. Si vous avez un point qui est aberrant, on le néglige. Si vous avez
tous les points qui sont alignés et qu'il y en a un qui se trouve n'importe où, soit vous vous êtes trompé, vérifiez, soit il ne devait pas être là. Et pour tracer une droite moyenne, il faut avoir autant de points au-dessus qu'en dessous. Donc là, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je les ai mis en blanc. À la base, ils étaient en noir, mais quand j'ai fait du copier-coller, ça a changé de couleur. Donc là, vous avez un point, là, vous avez un autre point, là, un autre point, là, un autre point, là, un autre point. Je pense que vous les voyez peut-être. De toute façon, je vais tracer la droite. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc ça, c'est la droite d'étalonnage. Est-ce que j'ai commencé à 0? Non. Parce que si j'avais commencé à 0, j'aurais une droite qui serait pratiquement horizontale. Donc là, en fait, j'ai voulu zoomer un petit peu. Donc j'ai commencé à 400 nanomètres ici. Ensuite, une fois que j'ai ma droite d'étalonnage, maintenant, ça va me servir à quoi cette droite d'étalonnage? Ça va me servir à savoir ces raies-là. Donc il y a plein de raies. Et moi, je vais m'intéresser juste à 9 raies. Donc ces raies du Soleil, à quelle longueur d'onde, à quelle radiation elles correspondent. Donc je vais pouvoir faire ça en les mettant dans mon graphique. Donc, les 9 raies, je les ai mesurées, elles sont ici. Donc j'ai la longueur de chacune de ces 9 raies. Je vais les reporter sur le graphique. Donc mes 9 raies sont ici. Et par projeté orthogonal, je vais pouvoir connaître chacune des longueurs d'onde de chacune des 9 raies. Et finalement, ces 9 raies correspondent à ces longueurs d'onde qui sont ici. Et on n'a plus qu'à comparer maintenant avec les différents éléments chimiques. Donc par exemple pour l'hydrogène, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 raies. Pour le sodium, vous avez 2 raies. En réalité, il y en a un petit peu plus, mais bon. Là, on a pris les plus fréquentes. Donc 394, par exemple, cette raie-là correspond à quel élément chimique? Vous cherchez où est-ce qu'il y a un 394, quelque chose qui se rapproche. Donc c'est du calcium. Ça veut dire que autour du Soleil, il y a du calcium. 397, c'est le calcium aussi. 431, pardon, 397, ça aurait pu être aussi de l'hydrogène, donc soit calcium, soit hydrogène, ou soit les deux. 431, c'est pour la molécule de méthylidine, pardon. 438, c'est pour le fer, etc., etc. Vous avez compris comment est-ce qu'on fait. Donc finalement, on peut connaître la composition d'une étoile rien qu'en observant son spectre. Et ici, ce qu'il faudra retenir pour la composition chimique du Soleil, donc on a bien calcium, la molécule de méthylidine, du fer, de l'hydrogène, etc., etc. Donc chacune de ces raies-là correspond à ça. Mais vous avez plein d'autres raies. Vous les voyez ici. Là, on s'est intéressé juste à quelques raies. Donc dans le Soleil, si on faisait la même chose pour toutes les raies sombres du Soleil, on se rendrait compte que le Soleil est composé d'une multitude d'éléments chimiques. Et les principaux éléments chimiques qui entrent dans la constitution du Soleil, que vous devez retenir, ce sont l'hydrogène et l'hélium, à 98% en tout. Donc, ce sont 78% pour l'hydrogène et 20% pour l'hélium. Et c'est pour ça que justement, cet élément-là, hélium, on l'a appelé hélium, parce qu'en grec, le Soleil s'appelle Hélios. Et comme on a découvert cet élément-là dans le Soleil, on l'a appelé hélium. Donc voilà pour ce chapitre, j'espère que ça a été clair. Au revoir tout le monde.